moi, je vais reprendre ce qu'ont trouvé les plus grands psychologues ou sociologues du travail. Je pense à Christophe Dejour, je pense à Yves Clos, qui ont fait effectivement du travail de profondeur sur le bien-être. Et ils ont un mot que je retiens et qui pour moi est fondamental, bien-être, c'est bien faire. C'est-à-dire que globalement, et tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, on disait la bienveillance ne suffit pas. Je m'inscris un peu en faux. Si on parle de ce que j'ai appelé dans le livre la juste bienveillance, livre d'ailleurs qui est gratuit en version électronique, on parle bien sûr de la bienveillance vis-à-vis de soi et des autres, mais on parle de la bienveillance vis-à-vis du travail. C'est-à-dire que quand on confie un travail à quelqu'un, on fait en sorte qu'il ait le minimum de ressources nécessaires, c'est-à-dire le temps minimum, les outils minimum et la formation minimum pour y arriver. Et la personne qui pourra sortir de sa journée en disant j'ai bien fait mon travail, le devoir accompli, je peux vous assurer qu'il y aura du bien-être. Donc c'est de ça dont il faut s'occuper et c'est compliqué et c'est pas facile. Donc c'est un gros travail de fond. Il y a plein de choses à faire pour y arriver, mais il y a plein d'études. D'ailleurs, il y a une étude d'HEC Canada qui est dans le livre aussi au début, qui prouve ça. Bien-être, c'est bien faire. Donc on le sait. Maintenant, comment on donne à tout le monde la possibilité de faire au mieux dans les conditions qui sont les nôtres dans les entreprises, leur travail. Je prolongerai ce que vient de dire Thierry, peut-être en le complétant d'un regard qui pour moi est aussi quelque chose de finalement très très intime, voire très personnel, en tous les cas dans la relation que l'on peut avoir à l'autre, puisque pour moi c'est avant tout une perception. Le bien-être, un sentiment de bien-être, on en parle souvent, et quand j'ai essayé de me dire quelle serait cette définition de ce sentiment de bien-être, je me disais qu'en fait c'est lorsque j'ai ma vision de ma vie est parfaitement alignée entre les actes que je réalise et le contexte social dans lequel j'évolue. Et cette forme d'alignement, alors elle peut paraître très peu probable parce qu'on est dans des environnements souvent complexes où la vision que l'on a de sa vie n'est pas forcément toujours simple. Mais je pense qu'indéniablement, l'entreprise doit y contribuer puisqu'on est quand même l'un et l'autre, et les autres très souvent dans les environnements de travail très engageants. Et surtout que c'est pour moi un élément essentiel de, d'une entreprise performante que d'avoir des collaborateurs qui ressentent ce sentiment de bien-être, puisqu'il y a une forme de sentiment sécure qui est lié à ce sentiment de bien-être, grâce auquel on va pouvoir effectivement innover et réagir par rapport à des aléas qui seront celles et ceux que l'on rencontrera dans la vie normale de toute organisation, qu'elle soit publique, privée, associative comme même. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle pompeusement le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que les décisions, autant que faire se peut, ou les propositions, la force de proposition, doit se faire là où le travail s'exécute. Encore une fois, c'est ça, le prendre soin du travail. Et là-dessus, je disais, bien-être, c'est bien faire. J'ai une autre référence de toutes ces personnes qui ont étudié profondément comment prendre soin du travail. On dit la chose suivante, on dit c'est celui qui fait qui sait. C'est-à-dire que, et ça résume de manière beaucoup plus compréhensible ce fameux principe de subsidiarité, moi quand j'ai réussi à changer des process, à simplifier la vie des gens, etc., dans les entreprises que je dirigeais, alors on faisait pompeusement, on appelait ça du re-engineering, mais c'était tout bête, on allait voir avec les équipes sur le terrain qu'est-ce qu'était ce qui les empêchait, on parle beaucoup de travail empêché, de faire comme il faut leur job et de sortir à la fin de la journée en ayant du travail bien fait. Et on revoyait les process et on changeait à propos d'outils, on modifiait les outils informatiques, etc. Alors, c'est un travail énorme hein, et qu'il faut faire et refaire 20 fois sur le métier, disait Boileau, remettez votre ouvrage. Mais c'est en faisant cela, c'est en allant à la base où se fait le travail, en pensant comment, en demandant aux gens qui savent mieux que tout le monde comment on peut mieux faire le travail de manière satisfaisante. Et quand on rend le service, il y a un parallélisme des forces entre la satisfaction des clients et la satisfaction des collaborateurs. Quelqu'un qui rentre chez lui le soir et qui dit « Ah, mes clients étaient super contents », ben, je peux vous assurer que
il a un autre bien-être que quand ça se passe très mal. Et là, c'est ce fameux principe de subsidiarité. Il faut aller chercher comment améliorer sur le terrain, avec les gens plus proches du terrain, les différents process, les différentes façons de travailler, les différentes approches. Alors, je dirais, là encore, effectivement, être proche du terrain dans l'analyse finalement de ce qui marche, c'est fondamental. Mais je pense aussi que quand on parle de bien-être, il faut comprendre le sens dans lequel on nous emmène en tant que salarié et en tant que manager, parce que là, pour le coup, par rapport à la question, je pense que la première réponse, elle est commune, c'est qu'on ait une lecture assez claire de la proposition qui est faite par l'entreprise dans laquelle on travaille. Or, c'est pas toujours très, très simple dans un monde qui change. Hem, il suffit pas, si je peux me permettre d'être un petit peu en léger défaut par rapport à ce que vient de dire Thierry, parce que j'en partage énormément de contenu. Je pense qu'il ne suffit pas de bien faire son travail à son niveau, mais il faut aussi comprendre la place que l'on a dans l'ensemble du processus global de l'entreprise. Sinon après on a la notion des bullshit jobs parce que parfois on fait bien, mais on comprend pas le pourquoi. Et quand on est dans l'accompagnement des personnes qui ont des burn-out, on voit que parfois la question de bien faire son travail en soi, si c'est pas réintégré dans un process cohérent, bah, ça peut aussi poser des sujets. Et donc, je pense que l'un des premiers outils, l'un des premiers rôles du dirigeant, du manager, c'est effectivement de donner du sens, de donner de la clairvoyance à chacun sur le contexte dans lequel il évolue. C'est vrai qu'à titre personnel, pour mener la réflexion sur notre projet stratégique, la première des questions, c'est évidemment partir du terrain, puisque les réussites sont celles de nos collaborateurs, mais aussi mettre en perspective ces réussites avec un monde qui change et proposer à tout le monde finalement d'être de manière assez pédagogique, d'avoir l'opportunité de rencontrer ces l'environnement, enfin les acteurs de l'environnement dans lequel on travaille. Et ça nous permet finalement de créer cette relation entre un travail bien fait et un sens du travail, qui est celui collectif. Déjà, revenons à la base, entre guillemets, qui est effectivement l'Association nationale des dirigeants en ressources humaines. Notre cœur de métier, c'est le facteur humain. Euh, Nous avons tous, alors moi j'ai exercé cette fonction de DRH en tant que tel pendant plus de 15 ans, après un parcours dans les ressources humaines pendant 25 ans. Il est évident que la force des organisations créatives, innovantes et performantes, ce sont les hommes et les femmes qui la constituent. Donc, comment on crée les conditions finalement de ce sentiment de sentiment de bien-être pour les hommes et les femmes? Effectivement, ça repose, et c'est un des premiers sujets en tout cas que je porte moi très fortement au sein de la NDRH, c'est la question de la prise en compte de la santé des collaborateurs. Euh, ils sont fragiles. Chacun d'entre nous est fragile en tant que tel. Et pourtant, on détient dans nos organisations souvent une capacité énorme, puisque nous avons des talents exceptionnels dans nos organisations. Et il arrive très souvent que, pour une raison ou pour une autre, eh bien, ces talents deviennent indisponibles. On a vécu des périodes très compliquées il y a encore quelques années. Je suis dans une région, je travaille dans le nord, pas très très loin de chez nous, il y a le Pas-de-Calais qui a subi des inondations encore l'hiver dernier. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir des situations traumatisantes qui fait que des collaborateurs ne peuvent plus exercer leur talent. Non pas qu'ils ne le veuillent pas, mais qu'ils ne le peuvent. Comment on met en place un système qui est toujours à l'écoute de ses talents, qui les permet de les valoriser. Je discutais pas plus tard qu'hier soir avec une amie qui parle aussi des talents invisibles dans les organisations, c'est-à-dire celles et ceux que l'on n'entend jamais. Comment on met en place des systèmes qui les valorisent? Bien, pour nous, c'est ça le cœur du métier de la NDRH, c'est d'aller à la source des talents, que j'appelle moi maintenant plus souvent les richesses humaines de nos organisations. Tout à l'heure, on parlait du fait que la satisfaction des bénéficiaires de l'entreprise passait d'abord par la satisfaction des collaborateurs. Il est évident que moi, le premier destinataire de mes messages, ce sont mes collaborateurs. C'est eux qui font le métier au quotidien. Il faut pas tourner autour du pot, hein. C'est celles et ceux qui se sentent impliqués, reconnus dans l'entreprise, qui auront envie de porter les valeurs de notre organisation. Sauf que souvent, trop souvent, je crois, alors même si j'ai entendu cette petite note d'optimisme dans votre propos, les choses évoluent. Oui, trop souvent, parfois, on ne parle pas à nos collaborateurs. On parle de nos collaborateurs,
on parle de notre offre de service à destination de nos clients, de nos partenaires, etc. Mais on parle peu aux collaborateurs. Euh, j'ai presque parfois ressenti dans certaines organisations dans lesquelles je suis passé ou dont que j'ai vu travailler, c'est qu'on parle des collaborateurs souvent au mauvais moment. On parle d'eux lorsqu'ils ne sont pas là. Euh, et on en parle en plus de manière assez, je dirais presque péjorative, puisque on parle du fait que ça nous gêne leur absence. Ça pose un problème, entre guillemets, à l'organisation. Si le ressenti que l'on a quand on est présent, c'est qu'on parle de nous uniquement quand on pose un problème, j'imagine que ça ne favorise pas véritablement l'engagement et la contribution à la performance. Donc évidemment, il faut parler en permanence à nos collaborateurs lorsqu'ils sont là, les soutenir dans l'exercice de leur activité. Et donc ça oblige, et ça pour moi c'est un élément important de cette notion de bien-être, à renverser le rôle d'une hiérarchie. Une hiérarchie ne doit pas être un outil, ou ne doit plus être un outil du contrôle. Hein. Encore au sein de l'association Envie de Résilience que je préside, puisque vous avez aussi, j'ai aussi cette casquette-là. On travaille avec Carole Bousquet de l'IDRAC sur Lyon, qui dit très souvent encore dans beaucoup d'organisations, on est encore dans un modèle organisationnel qui est hérité de Fayol, de Weber et de Taylor, où on doit parcelliser les tâches, contrôler que les tâches sont réalisées et sanctionner lorsqu'elles ne le sont pas. Dans ce modèle-là, le collaborateur, la hiérarchie, sert l'institution, elle ne sert pas le collaborateur. Donc, comment on renverse ce rôle de hiérarchie pour que nous soyons, je dirais oui, un peu, le terme peut paraître fort, mais au service de nos collaborateurs dans l'exécution des missions qui sont les leurs. Là, je pense qu'effectivement, on travaille dans le bien-être. Et on travaille dans le bien-être aussi des managers. Parce que combien je rencontre de managers qui sont épuisés à l'idée que leur seul job, entre guillemets, est de contribuer finalement à ce que vous évoquiez tout à l'heure, Thierry, c'est ce travail empêché. C'est, tu ne peux pas faire parce que tu dois restituer, tu dois faire du reporting, tu dois avoir un temps contraint, tu dois, etc. Et donc, on a des managers qui sont les acteurs du travail empêché. Effectivement, ce n'est valorisant pour personne. Hubert Joly, c'est le Français qui a le mieux réussi aux États-Unis. Il reprend une entreprise qui s'appelle Best Buy, qui est en redressement, et personne ne lui donne une chance. En plus, on dit oulala, un Français, etc. Aujourd'hui, l'entreprise marche très très bien, il a fait fortune et tant mieux, mais il dit qu'une chose, Hubert Joly, il dit ce que j'ai essayé de faire moi à mon niveau, au niveau de G Capital, c'est qu'il est allé voir les équipes sur le terrain et il a montré par exemplarité, parce que le management intermédiaire, il ne suit que par exemplarité, je ne connais pas d'autre chose, il est allé voir sur le terrain en disant, hé les gars, comment on fait pour la remonter notre bon sens d'entreprise? Et c'est ce que moi j'ai essayé de faire et en parallèle quand on a eu la crise de 2007-2008, la crise financière. Jim Capital, on n'avait plus de cash. Je suis allé voir les clients et les collaborateurs et on a fait des groupes de travail. Alors ça s'appelle intelligence collective, on l'appelle comme on veut, mais encore une fois, c'est celui qui fait qui sait. C'est eux qui m'ont dit mais Thierry, l'attente du client, c'est pas ça. Et si on faisait comme ça, etc. Et on l'a co-décidé. Et après, quand on voyait les gens à l'informatique pour nous mettre les systèmes pour faire, on disait non, 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 non. Parce que souvent, c'est l'informatique qui décide en disant c'est bien, moi je sais. Non, c'est celui qui fait qui sait. Et donc, c'est comme ça, je pense, qu'on peut effectivement créer du bien-être quand les collaborateurs, comme tu le dis si bien, se sentent concernés, se sentent partie prenante. Et pour ce faire, il faut créer des réunions qui sont des réunions et qui sont des endroits de délibération et des endroits de délibération où il y aura de la confrontation. Parce que ça se fait dans les idées et la progression se fait dans une saine confrontation des idées, pas des gens, des idées. Et moi, j'ai eu beaucoup de confrontations avec des gens du terrain, avec mes partenaires sociaux, etc. Mais on a toujours réussi à trouver des solutions pour. Je gérais 3 business. Il y en avait un, les Américains nous ont dit bah, écoutez, il faut fermer parce que avec la crise financière, vous ne remonterez jamais ce business. On leur a montré avec les équipes qu'on le remonterait. Mais les équipes avaient une telle envie, justement, et fierté de dire notre business qu'on avait conçu, il est tombé à genoux avec la crise financière et on va montrer qu'on est capable. Et ça, c'est merveilleux de faire naître cette fierté et de pouvoir dire, quand un collaborateur, on l'a fait, on l'a fait.
Et d'ailleurs, c'est amusant parce que les collaborateurs font le business et font les chefs. Ça se disait par Lao Tse, Lao Tse disait, un bon chef, c'est lui qui l'avons fait. Mais il faut leur permettre de parler, il faut leur permettre de créer ces liens forts qui vont permettre qu'on est ensemble. Et comme tu le dis, Emmanuel, la notion de chef de management, on est ensemble sur le terrain. On est ensemble sur le terrain et on mouille la chemise comme tout le monde et on sort du match. On a tous le maillot, on est tous épuisés, mais on a gagné le match. Et quand on arrive à essayer de créer, et c'est pas toujours, hein, tout à l'heure on parlait de l'état de flow, on l'a pas souvent, parce que la vie est difficile, le travail est difficile, mais si c'est ça qu'on vise, alors là ça marche. D'abord, il y a un sujet, moi, qui m'importe, c'est que euh, il est, il est essentiel. Le management est essentiel. On a vécu la petite période pendant quelques années où on pouvait supprimer les managers. Je pense que ça, c'est une grossière erreur parce que arriver à faire travailler ensemble des collaborateurs qui ont des talents, ça nécessite aussi un savoir-faire. Euh, et donc, ils sont des relais très importants de cette volonté. La difficulté que l'on peut avoir, c'est si effectivement ces managers sont eux-mêmes pris en étau entre les difficultés d'une gestion de terrain, comme l'évoquait Thierry, puisque effectivement je le rejoins complètement sur la priorité que l'on doit donner à l'expression des collaborateurs euh, de terrain, que j'appelle la première ligne de notre métier, et les propres peurs du dirigeant. Alors ça aussi, il faut peut-être en parler parce que le bien-être des collaborateurs est parfois aussi impacté par la posture du dirigeant. Euh, Si, en tant que dirigeant, on a peur, on n'a pas confiance dans ses collaborateurs et que l'on croit qu'effectivement, il faut être en permanence rassuré sur tous les sujets, évidemment, on va mettre en place un système qui va être hyper reporting. Donc, il faut aussi accepter l'idée de ne pas savoir soi-même en tant que dirigeant et puis de découvrir des situations. Euh, Lorsque j'ai vécu des organisations dans lesquelles on avait beaucoup de discours qui étaient le discours de l'innovation. Et on incitait les collaborateurs à innover, mais alors vraiment à innover beaucoup. Sauf qu'on leur demandait en permanence de respecter des processus qui avaient été préétablis. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de qualiticien derrière l'écran ou autour de la table, mais parfois il m'est arrivé de discuter avec certains qualiticiens qui me disaient que la satisfaction, la qualité du travail reposait sur la capacité, en tous les cas dans mon métier, qui est le métier de l'aide à la personne, à reproduire ce qui avait été écrit dans les procédures. Alors oui, ça peut marcher, mais ça voudrait faire croire que tout de la relation entre les hommes et les femmes qui travaillent et les hommes et les femmes qui attendent le travail peut être procéduré. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter d'être naïf. Nous avons des métiers qui sont de plus en plus soumis à l'obligation d'innover sur quelque chose qui n'existe pas. On parle souvent des organisations, enfin, d'un environnement VUCA ou VICA, selon qu'on va le parler en français ou en anglais, hein. Mais dans nos mondes, plus rien n'est réellement prévisible. On peut chercher à se rassurer en écrivant la manière de faire, sauf que la manière que l'on a utilisée, ne serait-ce qu'il y a un an ou il y a 2 mois, n'est peut-être plus du tout adaptée au véritable contexte dans lequel nos collaborateurs sont présents. Or, on est encore parfois dans des organisations où on demande à des collaborateurs d'être dans une logique de travail prescrit, c'est-à-dire celui qui a été écrit dans un document papier ou évidemment digital maintenant, puisqu'on on est tous très très modernes. Mais au final, ça, c'est pas la vérité. Donc, comment nos managers sont accompagnés dans leur capacité à sortir d'un travail prescrit qui est peut-être rassurant a priori, mais qui est perturbant fondamentalement sur notre performance durable, ça, c'est notre premier rôle de manager. Et c'est là où peut-être certains collaborateurs en situation de management ne sont pas à l'aise. Parce que, évidemment, s'ils sont objectivés sur des indicateurs de reproduction de la performance, évidemment, ce contexte viendra en comment dire, et contre-intuitif avec l'idée d'indicateurs sur Je bois du petit lait à ce que tu dis, Emmanuel, parce que dans le livre dont je te parlais, je fais la différence entre le travail réel et le travail prescrit, bien évidemment. C'est la première chose.
On a créé avec Ibrahim Afal l'Institut du travail réel, justement, pour réfléchir sur comment améliorer ça. Et toi qui viens de l'armée, c'est très intéressant parce que à l'école de guerre, on dit le mieux commandé, c'est le moins commandé. Hein. Le mieux, et moi, j'aime bien dire le mieux managé, c'est le moins managé. Hein. La bulle de liberté d'action, elle est cruciale entre le réel et le prescrit. Et c'est pas le plan d'Eisenhower qui a permis la victoire à Omaha Beach. Hein. Parce que le plan, on est d'accord. Et il y avait un général prussien qui disait ça, aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Derrière, c'est fait pour préparer et après. Hein, quand dans une équipe, qu'elle soit à l'armée, au sport ou ailleurs, et quelle que soit l'unité, l'organisation, quand le chef il donne des ordres en permanence, c'est qu'il n'a pas su créer l'autonomie, c'est qu'il n'a pas su créer effectivement ce collectif qui a envie d'avancer ensemble. Là, je veux bien rebondir tout de suite en tant que membre du bureau national de la NDRH. Pour nous, c'est un constat qu'on a posé finalement dans la formation des dirigeants, cette compréhension du facteur humain. Je ne parle pas de l'apprentissage des techniques de ressources humaines. Hein, on n'est pas là sur la réalisation d'un entretien de recrutement. Non, non. La compréhension du facteur humain nous paraît insuffisamment traitée. Comment ça marche un homme, comment ça marche une femme? Globalement, on verra que sur plein de sujets, ça marche à peu près de la même manière. Ça marche par une capacité à intégrer dans notre cerveau des émotions, des ressentis, que derrière ces ressentis vont générer des actes, etc. Mais sauf qu'il faut encore comprendre comment on fonctionne. Chacun d'entre nous, on a cette réalité partagée. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont un mode de fonctionnement. On ne peut pas enfermer l'être humain. Dans tous les cas, on ne peut plus, je pense, je dirais on ne peut plus parce que je pense que ça a quand même marché pendant un temps, cette logique de performance assez structurée. Euh, on ne peut plus être dans la logique de la reproduction des process. Donc, il faut être dans la capacité à entretenir le facteur humain dans son potentiel d'innovation. Mais rien que ça nécessite de savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour que quelqu'un innove. Le plus grand, on sait bien que personne n'innovera s'il a peur de mourir. Alors, je reprends la métaphore de l'école de guerre. Euh, on ne dit pas pour envoyer quelqu'un au combat qu'il va y mourir. On dit qu'il va défendre une cause. Si effectivement j'ai l'impression que je vais contribuer à quelque chose qui est plus grand que moi, là j'agis. Mais si jamais il se passe quelque chose, revenons au monde de l'entreprise au quotidien, au monde des organisations, si je ne me sens pas en situation sécure pour agir, je vais me réfugier dans mon confort personnel et c'est humain. Donc comment je crée les conditions sécures pour un collaborateur afin qu'il se sente suffisamment à l'aise pour aller au-delà du confort de sa situation actuelle? Bah ça nécessite d'apprendre comment un être humain développe son sentiment sécure. Et c'est pas en lui créant uniquement un cadre préétabli et prescrit, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Thierry, où il doit appliquer, purement appliquer les choses. Non, non, ça c'est en fait c'est le contraire d'un sentiment sécure. Ça peut sécuriser l'organisation a priori, mais ça ne génère pas le sentiment sécure. Euh, quand on réfléchit justement sur le management et la formation au management dans le cadre de l'Institut du travail réel, de plus en plus, on se rend compte qu'il faut revenir aux sciences du travail avec la sociologie du travail, la psychologie du travail, et aussi, et aussi aux humanités. C'est-à-dire, comme tu le disais, parler à l'homme pour ce qu'il a de plus humain, revenir à la philosophie, revenir. Moi, je vais vous dire, j'ai appris ma meilleure leçon de management sur la confiance. Parce qu'il n'y a de bon management que s'il y a la confiance qu'on donne aux autres. Je l'ai appris où? Je l'ai appris dans Les Misérables de Victor Hugo. Parce que c'est quand l'évêque de Digne a donné ce signe de confiance énorme à Jean Valjean que Jean Valjean s'est transformé et est devenu quelqu'un que le bagne avait fait quelqu'un de mauvais, une bonne personne, et qui a commencé à s'occuper aux autres. C'est en lisant nos humanités, c'est en
en écoutant les philosophes, c'est en revenant à ça, à ces fondamentaux du cœur et de l'âme humaine, qu'on va faire des bons managers. Donc, donc encore une fois, merci à nos humanités et éduquons nos managers à plus d'humanité, justement. Finalement, on rencontre plutôt des dirigeants qui invitent leurs managers à s'inscrire dans le travail prescrit parce que c'est une forme de contrôle sur le management. Donc, qui sont ces dirigeants? Peut-être l'êtes-vous, en tout cas, c'est ce que nous comprenons de ce que vous souhaitez incarner comme modèle. Et comment on fait pour accompagner les managers à sortir du travail prescrit, pour qu'ils soient sur le terrain, pour que, je reprends vos mots qui m'interpellent un peu, mais pour qu'ils soient sur le terrain et qu'à la fin du match, ils aient transpiré, qu'ils soient épuisés, mais qu'ils aient gagné ce match. Et de ce qu'on entend, Thierry, c'est ce match du management humain, finalement. Alors, Non, tu- non, je pense que le match, c'est de dire on va gagner une belle affaire, on va faire croître l'entreprise, parce qu'on est là aussi pour faire du business, on est là pour la performance. Mais c'est de la bienveillance pour la performance, c'est de la confiance pour la performance. Donc, effectivement, le manager, il est là pour créer les liens. Hein, le mot que tu utilisais tout à l'heure, Emmanuel, c'est le relais. Le manager, c'est un créateur de liens et de liens dans la confiance. Et donc, à nous, et on est de plus en plus nombreux. Depuis que le livre est sorti, on a 20 témoignages de dirigeants et de grands dirigeants. Hein. Il y a le président de Manpower France, Alain Roumillac, il y a la présidente d'IBM France, il y a un vice-président de chez Total qui ont témoigné en quoi la bienveillance et quand elle embarque l'exigence, hein, au sens qu'on donnait par exemple pour l'armée, est source de performance. Donc il y en a de plus en plus. Maintenant, ça ne va pas se faire en un jour. Ce que fait la NDRH, c'est fabuleux dans ce cadre-là. Donc je pense qu'il y a une grande tendance vers un management plus humain. Il faudra du temps, mais effectivement, cette confiance, ce management par l'exemple, cette capacité de permettre à l'autre de nous confronter, quel que soit notre niveau, c'est-à-dire le manager première ligne doit être confronté par les gens du terrain, le patron doit être confronté par les autres, pour effectivement, dans une saine confrontation avec une vraie délibération, trouver les solutions et, le cas échéant, adapter, revoir les fameux process qui effectivement font un travail prescrit qui devient un travail intellectuel à la chaîne. Donc il faut casser cela et éviter, comme tu le disais tout à l'heure, des retours au taylorisme dans le tertiaire. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Mais il y en a de plus en plus. Si je peux réagir, je pense que il faut avoir vécu soi-même aussi l'aberration d'un système euh, et, et, et en avoir pris les mesures. Je vais être très transparent là-dessus. J'ai fortement évolué dans ma manière de voir les choses parce que d'abord j'ai fait un burn-out. Parce qu'un burn-out, c'est aussi parfois la confrontation entre une aberration d'un système et le besoin humain d'être un humain. Euh, Ça veut dire quoi ce que j'évoque et en transparence? C'est qu'effectivement, quand on a vécu une situation de mal-être au sens réel du terme, notre objectif, c'est d'éviter, parce on a constaté que soi-même, on n'était plus du tout performant à ce moment-là, qu'on était coincé, on était cassé de tout, d'éviter que nos collaborateurs vivent cette situation-là aussi. Euh, alors, on n'est pas obligé d'avoir tous vécu des situations traumatiques pour pouvoir s'en relever, mais ça peut aider. Et en fait, finalement, on s'aperçoit, en tous les cas, nous, c'est aussi un levier, c'est de se dire que oui, nous sommes tous vulnérables. Or, dans le monde dans lequel nous sommes, l'entreprise doit être durable. Et je rejoins la logique de la performance, la logique de l'exigence. Notre job en collectif, c'est de poursuivre l'œuvre que les uns ou les autres ont pu faire avant nous, pour d'autres, mais parce que bah, ça va bénéficier à la population, à la cité. Alors, je parle évidemment de là où je suis, c'est-à-dire que je travaille dans le médico-social, donc j'ai un rôle sociétal et qui n'est pas lucratif. Mais la notion de performance durable dans le monde associatif et médico-social, elle s'interroge tous les jours. Sur quelle base peut-elle aujourd'hui exister? Est-ce que c'est dans une logique de travail prescrit, taylorien, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou au contraire, dans la possibilité de donner confiance en mes collaborateurs sur le fait que s'il leur arrive quelque chose, ils se sentiront soutenus par l'association que je dirige. Eh bien, c'est là ce que j'ai appelé tout à l'heure l'inversion du rôle hiérarchique. C'est je suis là pour vous aider dans la réalisation de votre mission,
je ne suis pas là pour en contrôler les modalités pratiques. Sinon, effectivement, on est non seulement dans l'injonction paradoxale de vous devez faire un travail de qualité, mais vous allez devoir me rendre compte du travail de qualité que vous faites avant, parfois, hélas, souvent de le faire. Ah non, c'est une aberration. Mais encore faut-il, là encore, que les dirigeants laissent la liberté à leurs propres managers. Tout à l'heure, on parlait de l'autonomie des collaborateurs et de la liberté aux collaborateurs. Oui, mais quelle est la part de liberté qu'on a donnée à nos propres managers intermédiaires? S'ils n'en ont pas et qu'ils sont enfermés dans des propres processus de reporting à leur échelon supérieur, bah, ils feront vivre la même chose à leurs propres collaborateurs. Donc, il faut aussi inverser, avoir suffisamment confiance dans la pérennité de notre projet pour inverser les modalités d'évaluation de la performance. Sur ce sujet-là, je suis un peu mal à l'aise. Je ne le cacherai pas, parce que ça ramènerait à penser que le bien-être dépend de l'entreprise. Or, je ne le crois pas. Le bien-être, c'est une relation entre une attente de quelqu'un et une proposition de l'organisation. Et il ne faut pas trop, je pense, alors après je vais vous donner quand même quelques éléments de la manière dont on suit les choses, il ne faudrait pas uniquement corréler le bien-être à des actions que l'entreprise et ses managers peuvent faire, sinon le sentiment de mal-être qui pourrait apparaître serait de la faute de l'entreprise et donc bah, de celles et ceux qui la portent. Et on en vient à créer donc une injonction entre les collaborateurs et entre les collaborateurs et leurs managers. Donc là, j'ai un petit peu une limite sur les indicateurs du bien-être qui devraient uniquement dépendre de l'entreprise. En revanche, il y a certains facteurs qui peuvent contribuer au bien-être des collaborateurs. Donc, la question du turnover, oui, je suis aujourd'hui, je m'intéresse à ce sujet. La question de, des accidents de travail, des maladies professionnelles, de l'absentéisme courant, ce sont des indicateurs que j'étudie, et surtout, c'est un élément important, que j'étudie avec l'ensemble des parties prenantes, que j'étudie dans le cadre d'un dialogue social qui est serein sur le sujet, parce que c'est une question, que j'étudie avec les managers, que j'étudie avec les membres du conseil d'administration, pour qu'on puisse faire évoluer progressivement la chose. Mais pour vous donner une dernière indication, et aller très très vite, c'est quelque chose que je ne décrète pas. Et ça, c'est pour moi fondamental. Tout à l'heure, on parlait de la nécessité d'aller sur le terrain pour imaginer des actions. Il faut aller, enfin, pour savoir ce que les gens font, il faut évidemment aussi aller sur le terrain pour imaginer ensemble ce que l'on peut faire pour améliorer la situation. Alors, sur le sujet, je reprends, effectivement, on a les indicateurs traditionnels, le turnover, l'absentéisme, etc. Et si vous me demandez, moi, j'ai eu la chance de manager des équipes en grand nombre, donc avec des grandes divisions, eh bien clairement, quand l'enquête de satisfaction des collaborateurs dans une division était très bonne, et notamment l'avis qu'ils avaient sur leur management, sur l'entreprise, sur le sens qu'il y a dans l'entreprise, etc., était très positif, eh ben, il y avait très très peu d'absentéisme et de très bons résultats. Et inversement, dans certaines directions où effectivement la liberté de parole n'y était pas vraiment et le chef en question n'était pas dans le lien, dans l'écoute, etc., et ben, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait de l'absentéisme, des résultats moins bons, etc., etc. Donc moi, je l'ai vu à mon niveau et aujourd'hui, le nombre d'études, il y en a certaines dans le livre, montre qu'il y a vraiment une corrélation très forte entre j'aime mon travail, je me sens bien dans l'entreprise, ça a du sens pour moi de faire ça, et il y a des liens de qualité, parce que des fois, il peut y avoir peu de sens, mais que des liens. Hein. Un exemple d'une caissière qui, effectivement, disait à son patron, mais je ne veux pas aller dans le magasin qui est juste à côté de chez moi, je préfère faire 40 minutes matin et soir de voiture, parce que je m'entends trop bien avec mes collègues et ma chef. Je suis trop bien ici. D'accord? Donc là, il y a un rôle du management de proximité qui est important pour créer effectivement ce climat dans lequel on peut se sentir plus ou moins bien. Mais corrélation très très forte entre je me sens bien et il y a du résultat. Et surtout, il y a moins d'absentéisme. Mais les deux sont liés parce que quand les gens ne sont pas là, le business ne se fait pas. Donc voilà. Non, ça ne donne pas des résultats rapides. Créer une structure, une culture dans laquelle il y a de l'écoute, il y a du bien-être, il y a des trucs, il faut un temps fou. Et c'est une des raisons pour lesquelles, pour répondre à la question, où c'est difficile, on ne le voit pas assez, parce que on est dans l'immédiateté, on est dans le temps court, les objectifs sont sur le temps court. Or, créer une telle culture, ça met du temps. Et le temps ne fait rien
si on peut pas, on dit qu'il faut on dit qu'il faut 9 mois à une femme pour faire un enfant. Vous pouvez mettre 9 femmes en parallèle, ça n'a pas marché. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire en entreprise. C'est qu'on essaye de faire du parallélisme, du truc imposé. Allez, demain, le bien-être pour tout le monde. Non, 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 non. C'est une culture d'entreprise. C'est, encore une fois, je parlais des humanités, je parlais de la confiance. Moi, j'ai fait donner à mes collaborateurs à 10 ans des cours d'intelligence émotionnelle, mais entre le moment où vous faites donner les cours et les gens comprennent qu'il faut accepter sa vulnérabilité, accepter la vulnérabilité de l'autre, enfin, c'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Donc, oui, c'est une évidence qu'il y a une corrélation forte. C'est un travail énorme qu'il est difficile de faire quand on a une pression des résultats à court terme. C'est ça la difficulté, pour moi. En fait, je suis arrivé il y a 4 ans sur ces fonctions-ci. Dès le départ, j'avais une certaine intention qui était d'imaginer un dispositif reposant sur le facteur humain, soutenant les collaborateurs, etc. Et je l'avais assez facilement exposé. Et j'interviens dans un environnement où c'était pas, on va dire, la tradition première, comme tu l'évoquais, la notion de la confiance n'était pas forcément de prime abord naturelle. Et j'ai proposé de signer aux partenaires sociaux un accord sur la santé par le travail, c'est-à-dire de se fixer comme objectif que la manière dont on va travailler, plutôt que d'user les collaborateurs, peut contribuer à l'amélioration de la prise en charge de leur santé. Voilà, ça c'était mon intention. Et puis ça va susciter très vite, ouais, vous allez avoir certainement des intérêts cachés, il y a des choses bon voilà. Je leur dis: «Bon, bah, tant pis, puisque vous ne me faites pas confiance, je vais mettre en place un certain nombre de choses qui me paraissent aller dans ce sens-là». Et pour vous donner une illustration très humble peut-être, de l'intention, j'ai dit: «Ben, je vous propose de faire venir sur l'ensemble des parkings des établissements», j'en ai 28 ici dans la région, un petit camion de dépistage des problématiques auditives et visuelles, à disposition des salariés. Heu: «Oh, ça marche pas votre truc, ça sert à rien, c'est encore un gadget». Et bon, bah, OK, si c'est un gadget, bah, ce sera un gadget encore une fois et puis, si on le refera plus et j'entendrai votre propos. J'ai eu un tiers de l'ensemble des salariés, j'en ai 470, qui a profité de cette offre de service et heu et les gens nous ont dit simplement: «Mais en fait, merci. Merci parce que l'entreprise se met à ma disposition en tant que personne, puisque j'ai un vrai problème. Moi, dans la logique de conciliation vie privée, vie professionnelle, parfois on imagine qu'il faut faire des plans complets avec des négociations qui vont durer des années et des années. Moi, mon souci, dans le territoire sur lequel je suis, c'est que lorsque j'ai un rendez-vous pour aller vérifier ma vue ou mon audition, je vais devoir courir entre mon boulot, le fait de devoir garder mes enfants, le fait d'aller au sport, etc., etc. Et là, vous m'avez juste rendu ce service de base, c'est que le lieu était présent sur le parking, j'ai pu y aller, j'ai pu prendre une demi-heure, je suis revenu travailler. Voilà un exemple très pratique d'humilité dans les actes. Mais ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui se met au service de ses collaborateurs. J'ai mis 2 ans après la mise en place de cette action pour enfin signer mon accord sur la santé par le travail. C'est très récent. Et je l'ai fait lorsque les membres du CSE m'ont dit: «Enfin, monsieur Gobin, on comprend ce que vous vouliez faire quand vous nous aviez fait cette proposition-là. On croit comprendre que vous avez vraiment le facteur humain au cœur». Bon, bah, c'est l'humilité, mais c'est la réponse qu'on évoquait avec Thierry, c'est que les choses ne se voient pas, ne se décrètent pas, ça prend du temps et il faut surtout de l'énergie du dirigeant pour pouvoir le porter. Merci beaucoup. Je sais qu'il va être un peu frustrant d'arrêter là en si bel élan. Mais somme toute, ben voilà, le temps nous était compté, et même si nous avons un peu décalé, on va mettre un point final donc, à cette dernière partie du webinaire sur le sujet de la santé mentale et le bien-être. Vous pourrez bien entendu revoir les 3 séquences et les réécouter en exclusivité sur le site Web Libraise. Et merci aux invités, en l'occurrence 2 qui ont pu rester, c'est-à-dire Thierry et Emmanuel, puisque nous avons perdu notre seule femme invitée, ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est les aléas du direct, comme on dit. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette 3e partie, d'avoir été présent. On se retrouvera en septembre pour un 3e webinaire pour Web Libraise. Probablement sur la fin septembre, et puis bien entendu, retenez bien la date, c'est le dernier vendredi de novembre. On se retrouvera donc pour le colloque OF Libraise ici à Rennes. Moi, je voulais retenir, en tout cas, ce que vous nous avez dit qui était très très bien, c'est d'être en bien-être, c'est la perception que j'ai bien fait mon travail. Et bien, j'espère que nous aussi, on aura l'impression d'avoir fait bien notre travail, en tout cas de vous avoir donné le meilleur qu'on pouvait vous donner grâce à nos invités, bien évidemment,
à nos animateurs que je remercie, et bien entendu à toute l'équipe de Wacky Braille qui nous a soutenus ici pour y arriver. Une communication qui était compliquée, complexe, pour lequel on s'en est bien sorti. Je remercie Gladys qui est présente là. Et puis, on espère bien entendu, puisque nous étions accueillis dans les locaux de l'IGR, remercier Caroline, remercier également aussi Karine de nous avoir accueillis dans les locaux de l'IGR pour parler de une école qui, de toute façon, a toujours prôné le management au plus près des individus, un management humain qui s'inscrit évidemment dans la continuité de cette profession d'enseignant du management. On vous remercie tous. Et peut-être une conclusion. Peut-être juste un mot sous le regard de ma chère collègue Karine Régulier, puisque vous êtes à l'IGR au sein de l'université et au sein du laboratoire Centre de recherche en économie et en management dans le cadre d'un observatoire. On n'a pas remercié tous nos partenaires au démarrage de ce webinaire parce qu'ils sont nombreux. On souhaite ne pas oublier la CCI, qui est un partenaire très précieux dans la mise en œuvre de tous nos projets. Et de la même façon, MBA Mutuelle, qui est un partenaire pionnier. Je ne serai pas exhaustive et je parle sous contrôle de Karine. Je souhaite aussi remercier, puisqu'elle était là toute la matinée, Viviane Villa, de la Maison des sciences de l'homme de Bretagne, qui a été notre premier partenaire financier sur le projet. Et on sait combien la recherche publique a besoin de partenaires et de soutien financier pour faire de la recherche de qualité. Donc, je souhaite conclure là-dessus. Merci à tous les grands témoins qui nous aident à avancer dans nos projets et qui reconnaissent la science comme étant un enjeu fondamental pour faire évoluer les pratiques, puisque la science, ce matin, a accueilli les pratiques, je pense, avec modestie et humilité, je l'espère. En tout cas, c'est ce que nous avons aspiré à faire. Merci beaucoup et à très bientôt.